You're welcome. Pour cet après-midi, vous êtes les bienvenus. Je sais que c'est la raison pour laquelle vous êtes là et je suis votre homme, bien sûr. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, tenons-nous encore debout pour accueillir nos dirigeants. Président Paul Kagame, son Excellence, celui qui nous accueille ici au Rwanda. Il est accompagné. Merci beaucoup, merci, Monsieur Président. Monsieur le Président Paul Kagame, merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Bienvenue. Mesdames et messieurs, nous allons à présent commencer. Si nos leaders nous rejoignent dans les minutes qui suivent, nous allons simplement nous lever, les accueillir et puis continuer. Je suis très heureux de conduire cette discussion. Alors, levez-vous encore une fois, voilà, c'est ce que je disais. Levez-vous et accueillons le président du Mozambique. I promise I won't do this again. Alors, je pense que c'est la dernière fois qu'on se lève, mais bon, ce n'est pas très sûr. Mais je pense qu'on va se lever une dernière fois. Mon nom est Larry Doro, je suis un correspondant de CNN. Je suis très heureux de conduire cette discussion des chefs d'État. Je serai en train de tenir une conversation avec Alhaji Aliko Dangote, le fondateur, le directeur du groupe Dangote, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'accueillir alors qu'il s'avance sur le podium? Vous pouvez vous asseoir au milieu. Et également, Monsieur Patrick Bouyané de Kigali, chairman et CEO de Total Energy Rwanda. On peut aussi l'applaudir. Alors, on va juste s'assurer que vos microphones fonctionnent. Très bien. Bienvenue à Kigali, à vous deux. Merci à vous aussi de nous accueillir ici. Alors, avant de commencer, nous sommes là aussi au Forum africain. Alors, la chose la plus importante pour les deux d'entre vous, Total Energy est représenté dans plus de 30 pays dans le continent, en train de faire vraiment des ravages avec un bon business. Alors, quelle est votre vue, en fait, de l'Afrique aujourd'hui? Alors, je pense que l'Afrique fait partie de notre histoire. Nous avons été ici pendant plusieurs années et je pense que Kigali est un ancre de cette compagnie. Nous sommes très excités parce que aussi le continent a une population qui continue de grandir, un marché qui continue de grandir, ce qui est fantastique. Et c'est un continent qui est pétri de ressources naturelles, bien sûr de ressources pétrolières, ce qui est bien pour nous, pour nos activités, et qui nous aide également à déployer nos activités professionnelles. Et puis, dans l'histoire, on produisait de l'énergie et du gaz pour l'énergie, mais aujourd'hui, nous avons de l'électricité, bien sûr, donc on produit également de l'électricité. On déploie également des PLG sur le continent pour les populations du continent. Alors, ce sont des stratégies que nous déployons ici et nous sommes très heureux d'être sur ce continent, bien évidemment. Alors, Total Energy est l'une des rares entreprises qui a réussi à préserver tous ces réseaux. Nous avons plus d'une centaine de stations à travers l'Afrique et nous sommes africains, j'aimerais le dire. Alors, vous avez opéré dans plus de 12 pays, M. Aliko Dangote. Qu'est-ce qui vous excite le plus aujourd'hui? Alors, merci beaucoup de m'inviter à la conférence cette année et j'aimerais remercier l'Excellence du président Paul Kagame de m'avoir invité et je suis là. Je suis très heureux d'être là parce que la croissance dans les années à venir viendra de l'Afrique, tout simplement. Nous avons tout ce qui est requis pour construire une Afrique forte et je pense que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas
seulement en train de parler de ma propre expertise pour que l'Afrique soit grande, mais je parle de la contribution que tout le monde pourrait avoir sur ce continent. Alors, ce que j'aime dire, c'est que rien n'est impossible en Afrique. L'Afrique est comme un jeu de cartes à gratter. Donc, si vous voulez avoir des numéros, vous devez gratter. C'est pour cela que pour certains d'entre nous, malgré le boom du marché des capitaux aux États-Unis avec Google, Microsoft et toutes les autres compagnies, nous avons réussi à investir. Dans les 7 dernières années, nous avons investi plus de 20 milliards de dollars pour arriver à faire grandir une Afrique qui soit autosuffisante dans tout ce qui est pétrole, dans tout ce qui est les produits finis. Et nous continuons également de nous étendre. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous nous demandons si c'est possible que une entreprise africaine grandisse à ce niveau. Et nous avons ce rêve. Nous avons eu ce rêve il y a 5 ans et nous avons décidé de passer de 20 milliards à 30 milliards de revenus. Est-ce que c'est possible? Et nous l'avons fait. C'est possible aujourd'hui. Nous l'avons fait et nous avons fini de construire notre propre usine de raffinage. C'est une usine assez grande. Et nous croyons que l'Afrique a besoin de ce genre d'usine-là. Donc, je pense qu'en Afrique, est-ce qu'on a la capacité de raffiner l'huile que nous produisons? La réponse est non. Et lorsque nous regardons sur le continent en général, il y a seulement 2 pays qui n'importent pas des produits dérivés du pétrole. Et ça, c'est une tragédie. On a seulement le Maroc, seulement l'Algérie et la Libye. Mais tous les autres pays sont des importateurs. Donc, nous devons changer la donne. Nous devons nous assurer d'avoir non seulement des matières premières, de pouvoir les extracter, et nous devons nous assurer de pouvoir les transformer en produits finis. Et en Afrique, bien sûr, on a tellement de matières premières, on a tellement de richesses, mais on les exporte. Alors, quand on les exporte et que ceux qui reçoivent les produits les transforment en produits finis et les importent, finalement, on exporte la pauvreté et ça doit changer. Alors, vous avez parlé d'un investissement de 20 milliards de dollars dans les années précédentes. Il y a une grande partie qui a été attribuée au raffinage, qui est un point très important. Alors, quel est le point que vous pouvez établir cette année? Alors, en février, nous avons commencé à produire le pétrole pour les jets, la gasoline, le diesel. Et le mois prochain, on sera en train de produire la gasoline, bien sûr. Mais ce que cela va faire, c'est que ça va nous aider à avoir d'utiliser, je veux dire, en Afrique, ce que nous produisons. Et puis, ceux qui vont produire ne seront pas seulement les Nigériens, mais on pourra également distribuer cette huile-là à l'Afrique centrale et puis à l'Afrique australe. Donc, on a 600 000 mètres. On a 6 tonnes métriques. On a des polypropylènes en grande quantité. Nous avons des blocs de carbone. Ce sont des matières premières qui nous aident à produire certains produits également. Et nous sommes en train de nous étendre. C'est l'étape préliminaire, mais nous allons commencer l'étape suivante à partir de l'année prochaine. Brillant, mais un investissement de ce genre-là, est-ce qu'il est significant pour votre business sur le continent? Parce que souvent, nous ne valorisons pas ce que nous produisons. Nous nous contentons d'exporter. Donc, ce que nous exportons ne vient pas du continent.
Alors, j'aimerais dire merci au président Kagame de m'avoir invité. Et là, on vient de traiter un deal avec Kagame, enfin, avec Dangote. Nous avons une usine de raffinage et nous avons réalisé que nous sommes tous les deux des producteurs aussi au Nigeria et dans d'autres pays. Mais nous devons trouver un moyen de travailler ensemble, bien sûr, parce que nous sommes tous les deux des directeurs, nous travaillons dans le même domaine et je pense que ce sera une très bonne entreprise. C'est très important de pouvoir développer le business ensemble. C'est très important de pouvoir suppléer au manque qu'il y a dans le domaine. On voit ce qui se fait en Ouganda. Nous produisons certaines choses en Ouganda. C'est vrai qu'il y a quelques débats par rapport à cela, mais je pense qu'il est toujours possible de développer des sources de production à travers le pays. Par exemple, ce que nous faisons au Mozambique, nous développons ce projet au Mozambique qui sera également une source non seulement pour exporter de l'énergie, mais également qui nous permettra de pouvoir utiliser le gaz que nous produisons sur le territoire et puis l'utiliser dans les différentes villes. Alors, je pense que ce n'est pas seulement notre travail. Nous devons également non seulement limiter les exportations, mais trouver le moyen de faire en sorte que ce que nous produisons soit bénéfique aux Africains et puis d'une façon permanente. Donc, je pense que je suis très admiratif de beaucoup de personnes ici, de Dangote, n'est-ce pas, de M. Dangote. Et j'invite tout le monde à être dans la production. Alors, mais félicitations à M. Dangote, qui est un leader, qui a une grande vision pour l'Afrique. Et je fais partie de cette vision qu'il a. Je suis très heureux de le rencontrer aujourd'hui, de pouvoir tisser des partenariats d'affaires. Merci beaucoup. Two things, Mr. Il y a deux choses, Monsieur Pouyanné, que vous venez de dire. Vous avez aussi rencontré aussi le président Paul Kagame et le président Nyusi du Mozambique. Je voudrais vous demander si vous avez quelque chose à nous dire concernant votre projet, n'est-ce pas, à vos activités au Mozambique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jeune Afrique de m'avoir permis, n'est-ce pas, de rencontrer Monsieur Aliko Dangote, Monsieur Nyusi, Monsieur Kagame en une journée. Avec le nombre d'activités que j'ai en Afrique, et bien sûr, nous travaillons tous. Et puis, je peux vous dire que nous avons donc tout le monde est en train de travailler dur. C'est un projet donc de grande taille. Et puis voilà donc. Mais notre objectif donc c'est de reprendre ces activités. Puis je peux vous dire que donc c'est vraiment au sommet de mon agenda donc de reprendre cela donc dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde, mais aussi la sécurité avant tout. Mais c'est plutôt une question donc c'est vraiment très bien inscrit sur notre agenda. Et puis vous avez parlé, n'est-ce pas, de production du pétrole donc en Ouganda, ça va passer jusqu'en Ouganda. Puis il y a eu donc des groupes environnementaux et puis il y a eu une campagne qui a dit donc que ça allait à mettre en danger, n'est-ce pas, la faune et la planète, et disait que donc c'était économiquement irresponsable le projet que vous avez. Donc voilà, donc vous avez donné beaucoup d'arguments. D'abord, fondamentalement, en fait, vous avez mélangé trop de choses. Voilà, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin donc de gaz sur la planète? J'ai montré devant le Parlement français aujourd'hui la réalité de l'énergie. Le système est que donc ça arrive à 80% donc du combustible fossile. Donc 30% et 30% de tout. Alors maintenant, quand j'ai présenté cela il y a 25 ans, c'était 82%. Alors, vous me dites que quelque chose n'a pas changé. Donc, beaucoup de choses ont changé, mais entre-temps, vous savez, la population mondiale a augmenté de 30%. Alors, pensez que vous pouvez seulement changer disons, du jour au lendemain, tout ce système du monde, donc cela n'est pas réaliste. Alors, c'est vrai, il faut investir dans un système B, donc avec un système à faible carbone, faible intensité de carbone, avec, n'est-ce pas, de l'énergie renouvelable, avec toutes ces nouvelles énergies. Mais en 2023, tous les investissements que nous avons menés, il y a plus de 5... Donc, c'est énorme ce que nous avons fait. Alors, ça absorbe seulement 40% de l'augmentation de la demande par an. Et puis, il y a un phénomène qui est que si vous n'investissez pas dans les champs pétrolifères, alors là, la production, donc,
bon, la production donc va diminuer donc de 40% par an. Alors si on n'investit pas dans de nouveaux champs pétrolifères, je vais vous dire ce qui va. Aujourd'hui, vous plaignez des coûts élevés, vous nous accusez d'avoir organisé, n'est-ce pas, la rareté. Mais en fait, c'est une réalité naturelle. Donc la demande continue à croître. Bien sûr, on ne devrait pas le faire, mais aujourd'hui, c'est en fait une question sans fin. On continue à investir dans l'eau et dans le pétrole et le gaz, mais nous triplons les efforts aussi dans ces systèmes d'énergie renouvelable. Mais si vous ne mettez pas en place un système complet, eh bien, vous ne pouvez pas commencer. Je dis qu'en Afrique, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, vous avez donc beaucoup d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Mais je peux vous dire que si vous regardez en 2022-2023, la réaction en Europe, donc, où ils avaient donc peur qu'ils n'allaient pas avoir assez d'énergie pendant l'hiver. Donc voilà, c'était ça le problème. La réalité, donc, c'est celle-là. Alors voilà, donc, le pétrole de l'Angola et de l'Ouganda est utile. Alors maintenant, il y a d'autres questions. Est-ce que nous sommes une compagnie terrible qui ne respecte pas les droits humains? Non, je peux vous dire que donc voilà, donc nous avons des valeurs et nous y croyons. Et puis bien sûr, c'est un projet exceptionnel parce que nous avons décidé, n'est-ce pas, de mettre en place un pipeline donc qui est sous terre, n'est-ce pas, et pas offshore. Donc c'est un pipeline qui préserve, n'est-ce pas, les zones spéciales. Oui, bien sûr, il y avait 19 000 familles qui ont été impactées. Et 78 d'entre elles, nous avons déjà construit des maisons pour eux. Et puis, il y a des gens qui sont déjà dans de nouvelles maisons. Et je peux vous dire que 70% sont heureuses. Alors maintenant, bien sûr, nous devons rembourser aussi les autres familles. Nous avons déjà acheté des terres. 99% d'entre ces personnes ont déjà été payées. Et puis, nous avons donc 30 cas sur 900 000 cas donc, qui n'ont pas encore été payés. Donc, ce qui est honnête. Donc, nous avons fait le meilleur de ce que nous pouvons faire. Bon, c'est un grand projet, mais vous savez, donc, nous sommes en train de construire. Et puis, vers la fin 2025-2026, ça va être la réalité. Donc, alors là, je pense qu'honnêtement, dans ce débat-là, la plupart des critiques viennent, n'est-ce pas, des ONG internationales et occidentales. Quand nous sommes dans une entreprise, nous considérons que notre devoir, c'est de travailler pour le bien du pays, donc de l'Ouganda. Je ne suis pas ici pour donner des leçons à l'Ouganda. Alors, l'Ouganda nous a donné... nous a demandé, n'est-ce pas, de développer ces ressources. Nous devons le faire de la meilleure façon possible. Alors, on peut dire, on est une entreprise qui est foncière, qui est en Afrique depuis longtemps, mais il y a des critiques que je ne peux pas accepter. Mais telle est la réalité. Maintenant, c'est plus complexe qu'avant, mais je ne peux pas vous dire qu'on a été affecté. Il y a beaucoup de gens qui ont été impactés, c'est vrai. Et puis, nous avons développé des solutions offshore, mais ce projet, encore une fois, ce sera une source réelle, n'est-ce pas, de richesse pour l'Ouganda, pour la Tanzanie, pour l'Afrique de l'Est et le monde. Très bien. Je voudrais parler, n'est-ce pas, du ciment dans quelques mots. Mais je veux parler de raffinerie pour parler donc de l'opposition. Combien d'oppositions, n'est-ce pas, avez-vous eu à faire face pour avoir, n'est-ce pas, une raffinerie aussi grande, donc à partir de rien? Bon, je ne sais pas par où commencer, mais d'abord, l'opposition que nous avions eue, il y avait beaucoup de résistance. Nous avons eu beaucoup d'impact parce que des gens ont été utilisés pour gagner de l'argent dans le commerce plutôt que dans la raffinerie. Alors, vous savez, pour avoir des gens qui sont engagés vis-à-vis de l'Afrique, tels que Patrick Pouyanné, pas seulement, je ne le dis pas parce qu'il est là, mais quelqu'un comme Patrick Pouyanné, il croit dans l'investissement en Afrique. Parce que beaucoup d'entreprises qui opèrent sur le continent n'investissent pas du tout. Et certaines
certains problèmes, n'est-ce pas, dont ils ont arrêté les investissements. En fait, cela va nous impacter, pas aujourd'hui, probablement à l'avenir. Ce qui veut dire que notre production pétrolière va continuer à décroître. Parce que si vous n'investissez pas dans le pétrole, eh bien, la production va diminuer. Alors, les gens parlent de ça. Bon, il est vrai qu'il y a donc tous ces véhicules électriques, oui, c'est vrai. La production des véhicules est d'environ des centaines de millions. Mais si vous prenez 25 millions de véhicules à produire, vous avez besoin de plus de 600 millions d'autres produits. Mais aujourd'hui, on est à 1 million. Alors, je ne sais pas quand ceci va remplacer, n'est-ce pas, les combustibles fossiles. Pour nous, nous pensons que même si il y aura une réduction, vous pouvez voir récemment, par exemple, vous avez vu, n'est-ce pas, des véhicules de location qui ont arrêté, n'est-ce pas, les véhicules électriques. Maintenant, ils sont retournés à l'essence. Et on doit leur demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez changé? Ce n'est pas que je ne crois pas. Oui, je crois dans ça, mais cela va prendre beaucoup de temps. Cela ne va pas changer du jour au lendemain. Cela va prendre du temps. Mais alors que pour nous, nous avons à faire face à un défi pour la reconstruction, n'est-ce pas, de cette raffinerie. D'abord, nous ne pouvions pas trouver ce qu'on appelle un contractant EPC, donc disons une entreprise pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction. Parce que les conditions qu'on nous imposait n'étaient pas des conditions favorables parce que les prix n'étaient pas du tout une condition qu'on pouvait même payer. Mais nous, en tant que Dangote, nous avons créé notre équipe interne pour commencer à faire, n'est-ce pas, tout ce projet dans l'entièreté. Les gens pensent que oui, c'est vrai, oui, la raffinerie, c'est bon. Ce n'est pas une raffinerie courante comme notre raffinerie est de plus de 650 000 barils par jour. Donc, nous avons donc construit une grande raffinerie. Alors, nous avons fait donc, je crois que la plus grande raffinerie aujourd'hui produit 420 000 barils par jour. Nous sommes les premiers dans le monde pour avoir une raffinerie de 650 000 barils par jour. Et puis, nous sommes des contractants. Nous faisons tout le travail nous-mêmes. Alors, bien sûr, nous avons environ 340 grues. Et donc, ce que nous avons aujourd'hui, donc la construction que nous avons commencé, les équipements de construction sont plus nombreux que les équipements qu'on a dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'avoir un port pour recevoir certains de ces équipements. Nous avons plus de 300 tonnes, une pièce de 300 tonnes. Donc, il a fallu donc qu'on puisse construire un port pour recevoir ces équipements. Avec les défis liés au temps, nous avons dû produire 600 millions de tonnes de sable pour créer, n'est-ce pas, ce port-là. Donc voilà, donc nous avons dû mettre en place, n'est-ce pas, des infrastructures alors qu'il n'y en avait pas au Nigeria. Donc on a dû mettre en place toutes ces infrastructures. Donc, et puis le plus grand fardeau pour nous, c'est que on n'avait pas droit à l'erreur parce que on s'occupait de toutes les activités. Donc personne, 90% des gens ne pensaient jamais qu'on aurait pu le faire. Mais maintenant, nous sommes prêts à y arriver. Incroyable. Vous avez parlé des capacités plus élevées que par rapport à ce que le Nigeria pouvait faire ou toute la région. Maintenant, quand est-ce que le Nigeria sera autosuffisant? Et est-ce que vous n'allez plus importer le pétrole? Bon, pour le moment, au Nigeria, il n'y a pas donc de coût à l'importation, donc à part le gaz. Alors, parfois, en juin, au cours des 5 prochaines années, le Nigeria ne devrait plus importer le gaz, même 1 litre de gaz. Alors, quand vous regardez, je vais partager avec vous une publication. Donc,
le 31 mars 2025, non, il y a 15 ans plutôt. Au Nigeria, on travaillait sur la suppression des queues de fourniture d'essence. Nous avons essayé, mais nous avons toujours eu des problèmes. Mais pour le moment, ce problème a été résolu, pas seulement pour le Nigeria, mais pour tous nos pays voisins. Nous avons assez d'essence pour fournir à toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le diesel pour toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique centrale. Nous avons suffisamment de carburant pour avions donc au Brésil. Voilà ce que nous avons fait. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur. Je voudrais plutôt que nous puissions accueillir son Excellence William Ruto, le président du Kenya. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de faire en tant qu'entreprise africaine, nous sommes fiers d'être africains, c'est de voir. Ce n'est pas seulement des produits pétroliers. Aujourd'hui, notre éthyline, notre propyline peut couvrir la demande africaine aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de faire, c'est base oil, c'est le pétrole, c'est le benzine également que nous sommes en train d'utiliser. C'est des produits pétroliers que nous produisons pour produire des détergents pour une population de 1,4 milliard. Ce sont des détergents parce que les détergents sont importés en Afrique. Nous sommes en train de produire cela pour rendre l'Afrique autosuffisante. Donc ceci nous donne au maximum 3-4 ans en Afrique. D'ici 3-4 ans, je le répète, l'Afrique ne va plus importer les fertilisants d'ailleurs, les engrais d'ailleurs. Donc, nous allons rendre à l'Afrique autosuffisant avec le potassium, avec le phosphate. Oui, nous travaillons avec ces opportunités également. Nous produisons 3 millions de tonnes dans 20 mois. Nous allons produire 6 millions d'urée. Et nous sommes prêts d'être là. Je pense que nous allons vous rendre vraiment fiers. Fantastique, alors. Monsieur Pouyan, nous avons nos leaders ce sont 3 présidents africains. Si vous êtes honnête, qu'est-ce qui a été difficile pour faire les affaires ici en Afrique? Est-ce que les géographies, les régulations, le cadre réglementaire, les taxes? Vous savez que nous devrons être locaux, nous devrons considérer les politiques de chaque pays. Je pense que l'Afrique a des défis. D'abord, c'est la sécurité, mais nous sommes capables de gérer cette question de sécurité. Nous sommes là-bas pour pouvoir gérer la question de sécurité au delta du Niger. Ça demande vraiment quelques spécificités parce que la sécurité vraiment compte pour le personnel de mon entreprise. Je pense que j'ai compris. Mais bien sûr, je dirais que trouver aussi des talents au niveau du continent, vous avez des pays comme le Nigeria, le Rwanda, où on ne peut pas trouver vraiment des talents très facilement parce qu'il y a quelques difficultés d'éducation. Nous pouvons contribuer avec cela en formant des gens par rapport à des gens que nous amenons. Mais je pense qu'on doit investir collectivement dans les talents. Vous avez aussi une sorte de vie. Vous aimez à débattre, vous aimez ouvrir des sujets sans les fermer. Au Nigeria, par exemple, depuis que je suis dans le business, il y a toujours une nouvelle législation concernant le pétrole. En France, nous avons l'habitude, au Nigeria, il y a un débat permanent. C'est très difficile pour un investisseur de voir le long terme où est-ce qu'on y va. C'est vraiment difficile parce que la réalité, c'est ça. Le delta du Niger, c'est vraiment, ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest, mais quand on considère ce qui se passe, il n'y a pas d'exploration d'ici 20 ans. Le dernier projet que nous avons fait, c'était en 2014. Donc, c'est le moment pour aujourd'hui pour éviter les débats, pour pouvoir arrêter les débats, pour vraiment mettre un cadre de travail pour qu'on puisse avoir confiance en tant qu'investisseur. Je pense que je vais discuter avec le président Tinubu pour pouvoir discuter vraiment, essayer de fixer des éléments.
parce qu'il y a des pays qui intègrent cela, l'Angola. En Angola, je vais annoncer un projet assez grand de 6 milliards parce que le cadre de travail est très bien, on sait où on va. Mozambique, en Ouganda, il y a beaucoup de débats. Je pense que ça, c'est très important. La stabilité, c'est important. Et aujourd'hui, quand je suis en train de considérer, en fait, les stratégies multi-énergie, on veut investir dans l'électricité, ce qui est une autre énergie qui est locale. Ce que nous sommes en train de faire face aujourd'hui, c'est une difficulté de voir de sécuriser les paiements de l'électricité. Je sais que c'est un sujet, les gouvernements de l'électricité sur le continent est moins clair par rapport au pétrole et au gaz. Je pense que nous devons faire un effort. Je pense que l'énergie renouvelable, c'est bien pour l'Afrique parce que vous avez le soleil et le vent, mais on doit mettre un cadre correct pour pouvoir vraiment ne pas participer à un forum, dire voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons besoin des actions, nous avons des actions de la Banque mondiale, des institutions pour pouvoir mettre ce cadre en place pour ne pas seulement sécuriser cela. Nous sommes en train de... On ne va pas l'utiliser, nous allons investir dans l'électricité comme électricité locale. C'est très important comme élément primaire. Je pense que ce que nous devrons faire, nous devons trouver un cadre qu'il faut pour laisser cette affaire d'électricité pour essayer de croître en Afrique parce que c'est très difficile de créer des entreprises, c'est très difficile pour les personnes d'avoir une meilleure vie. Le continent a beaucoup de ressources, bien sûr, on aime bien cela. Je sais que ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire. Même si c'est un peu en désordre, on aime bien ça. On va trouver une voie de navigation. Nous sommes très adaptés avec cela. Nous allons trouver des voies, de trouver donc des deals. Si je peux travailler avec Dangote, je peux travailler avec beaucoup de personnes en Afrique, je crois. Monsieur Pouyanné, merci. Vous avez été candidat sur ce panel. Monsieur Dangote, quelle est votre observation? Je ne sais pas si c'est un compliment ou quelque... Vous me connaissez, je suis dans les deux phases, là. Je pense bien, pour ajouter à ce qu'il vient de dire, je pense qu'au Nigeria, le gouvernement a beaucoup fait. Il a beaucoup fait au niveau de l'électricité, des tarifs d'électricité. Ils ont bien travaillé en termes de... en ce qui concerne l'industrie du pétrole, ou bien l'acte de l'industrie du pétrole, la loi sur le pétrole. Mais c'est juste un début. Je suis sûr que le gouvernement est toujours prêt à agir. C'est pourquoi également nous avons quelqu'un comme vous qui dirige Total, qui investisse encore une fois, à part des arrangements, bien des deals que nous avons pu gérer ce matin. Nous avons eu d'autres deals sur le gaz. Également, nous avons conclu des affaires sur d'autres projets. Mais les grands défis que nous avons en tant qu'entrepreneurs en Afrique, c'est l'inconsistance. Les inconsistances en termes de politique. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, nous allons faire ceci et on change encore une fois. Quand vous allez réaliser un objectif, on change les règles, on les met derrière vous. Voilà. Ces changements, c'est vraiment le problème important qui peuvent ruiner n'importe qui. Mais on doit considérer ceci, on doit considérer nos leaders politiques. Les leaders politiques, vous devez comprendre que c'est une situation gagnant-gagnant. Vous devez comprendre que c'est une situation bénéfique pour tout le monde. Imaginez quelqu'un qui disait, vous gagnez beaucoup, vous gagnez boni. Et après, j'ai rappelé à la personne qui me disait, va vérifier nos chiffres. Pour chaque naira que je reçois, le gouvernement collecte 22. Sur chaque naira, le gouvernement collecte 22%. À travers plusieurs types de taxes. Donc, c'est pas vraiment... C'est pas une fête pour moi seulement, c'est tout le monde est en train de bénéficier. Il y a beaucoup de pays, plus spécialement en Afrique subsaharienne qu'on a aidé. Si on considère les pays, quand on a construit nos usines, on était en train de payer 200 000 dollars par, plus de 200 000 tonnes par usine.
Il y a beaucoup d'avantages, je veux dire, non pas seulement pour des pays, mais également pour des citoyens de ces pays, pour des emplois qui sont créés. En même temps, oui, il dit qu'il y a un manque de compétences, mais les raffineries que nous créons, que nous bâtissons, nous créons plus de 6000 employés, mais ces employés, il y a des employés qui ont été formés au Nigeria et lorsque nous allons finir notre projet, ils seront mieux placés. Ils seront mieux placés par rapport à ceux qui viennent de l'Inde ou d'autres pays. Ils seront certifiés même. Nous sommes en train de retarder le président. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de bons exemples de gouvernance en Afrique. Par exemple, au Rwanda, nous avons un pays ici qui a découvert cela. Nous sommes venus visiter le pays. Ceci, c'est pas un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, mais avec une vision claire qui ne change pas vraiment les cibles de résultats. Je pense qu'on doit applaudir le président Kagame pour avoir réalisé cela. Finalement, et plus rapidement, nous allons parler de la ZLECAf. Donc libre circulation des marchandises et des services. Vous avez parlé de la difficulté de voyager avec le passeport nigérian sur le continent. Est-ce que c'est devenu beaucoup plus facile? Même une heure avant, je me suis plaint devant le président Kagame. Au moins, tu es venu sans payer le visa. Ici, c'est un meilleur exemple, mais je lui ai dit en tant qu'investisseur, s'il vous plaît, quelqu'un qui veut rendre l'Afrique grand. Maintenant, je veux demander 35 visas sur mon passeport. Je lui dis à Monsieur le Président, je dis, je n'ai pas vraiment le temps. Kenya, ils ont créé un seul visa. Vous pouvez donc augmenter cela, mettre cela à l'échelle. Je pense que il y a vraiment cette circulation entre les communautés qui serait bénéfique pour l'Afrique. Je pense que ça va changer. Je pense que notre rôle principal, c'est les marchés régionaux qui marchent très bien. Quand les marchés régionaux vont bien fonctionner, on va parler de la ZLECAf, mais bien sûr la ZLECAf également. Il faut que la ZLECAf soit fonctionnelle. On ne devrait pas avoir un continent prometteur alors que notre commerce intracontinental est moins de 60%. Nous devrions le faire en tant qu'Africains sans attendre des autres partenaires venir le faire. Ça doit être fait par nous, les Africains. Nous devons vraiment risquer nos ressources pour nous assurer que nous sommes dans le secteur des personnes qui croient à l'Afrique, qui ont confiance en Afrique. Avec des personnes comme Patrick, on peut aller à un autre niveau. Pour le privilège que j'ai en ayant le micro, je me suis plaint parce que le Nigeria me demande de payer 15 $ pour entrer une fois, pour passer un mois chaque fois. Je me suis dit, en tant que Kenyan, c'est pas vraiment juste. Et ils ont dit que venir au Kenya, ça sera plus facile, mais c'est devenu beaucoup plus difficile de voyager. Le président Ruto est ici, peut parler sur cette question de facilitation de mouvement. Mais encore une fois, permettez-moi, je vais vous raconter des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, lundi, il y a eu un conseil des ministres. Le président Tinubu n'était pas très ravi de ce problème de visa.
Je peux vous assurer que pour les semaines à venir, vous allez voir des réformes massives en ce qui concerne la question des visas pour aller au Nigeria. Je pense sur cette note optimiste. Merci beaucoup. Vous avez été très candide. Merci pour votre temps, Monsieur Pouyanné, Monsieur Tangote. Merci beaucoup de nous avoir honorés avec votre temps. Une salve d'applaudissements.